C'est important de ne pas perdre une de ces 86 400 secondes par jour. Elles sont importantes. Chacune d'entre elles est importante. Si je me lève le matin avec un peu de désarroi, j'essaie de changer tout de suite. Mais ce qui est important, là, c'est de continuer vers l'avant. Continuer vers l'avant. Eh bien, écoute, bienvenue Jacques sur le podcast des Frappés. Merci. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui en direct des Laurentides au Canada. Merci beaucoup de prendre le temps, en dépit du décalage horaire et de tes activités nombreuses et variées, pour échanger avec nous sur ton parcours. Alors, de sportif, mais aussi d'entrepreneur. Je ne vais pas en dire trop, comme ça je te laisse te présenter, mais je suis impatient d'écouter ce que tu as à nous partager, puisque tu as quand même un parcours assez incroyable. Enfin, tu as vécu un changement de vie, tu as déclenché un changement dans ta vie assez fou. Mais écoute, j'en dis pas plus, je te laisse peut-être nous te présenter brièvement avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet. Si on part du début, en fait, écoute, je suis un jeune Montréalais. Je suis né à Montréal, en fait, en 1963. D'une famille de classe moyenne faible, donc pas des très grands revenus, mais un père très travaillant. Et de là, j'ai grandi. Je suis allé à l'école, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai aidé la famille à subvenir à ses besoins quand papa est tombé malade. Et puis, je suis resté sur le marché du travail. Et de là, je suis parti pour devenir un adulte. J'ai eu ma famille, mes enfants. Puis, en 2009, souffrant d'obésité, ce qui n'était pas le cas dans ma jeunesse, je me suis comme laissé aller. J'ai perdu un petit peu le contrôle de ma santé. En 2009, en octobre 2009, le 31 octobre, j'ai pris la décision de changer ma vie. Et de là, j'ai perdu les 100 kilos, 102 kilos, en fait, que j'avais accumulés à travers le temps. Donc, de là, tout est parti. Et donc, tu disais, en combien de temps est-ce que tu as perdu ces 102, 103 kilos? En fait, j'ai perdu, je te dirais, la première partie, les 80 premiers kilos dans l'année 1, donc dans la première année. Je me présentais l'année suivante aux 5 km du Marathon de Montréal avec 80 kilos en moins. Donc, pour les gens de la francophonie du Québec, donc de 415 livres à 250 livres approximativement. Donc, 80 kilos en moins. J'ai participé à un 5 km, puis j'ai continué ma quête par la suite. Dans la deuxième année, j'ai perdu le reste du poids pour me retrouver à 190 livres, donc approximativement 84-83 kilos dans ces eaux-là. Avec une idée en tête, c'était de partir à l'aventure. Donc, j'ai tout le temps été un aventurier et aussi un coureur en forêt. Puis de là, j'ai décidé de me relancer à l'aventure, sachant qu'après 22 ans de tabagisme et d'obésité, j'avais repris le contrôle de ma santé. J'ai travaillé très fort au gym. Je me suis très, très, très fortement entraîné. Puis je me suis remis dans une condition qui me permettait d'attaquer un premier demi-Ironman. Wow! Ça, c'était où? C'était à Tremblant, justement, dans les Laurentides. C'était la première année en 2012 du fabuleux Ironman 70.3 de Tremblant. Première année, je m'inscris en septembre 2011, à peu près 2 ans après le début de ma quête de changement. Et en appuyant sur le bouton, je découvre dans ma tête que finalement, c'était 3 sports. Nager, faire du vélo et courir. Et dans ma tête, ça a fait comme, écoute, tu sais pas nager et dans le moment, tu n'as pas de vélo. Ça commence pas bien. Excellent. Donc 2009, ce déclic. D'ailleurs, je dis déclic parce que moi, j'ai lu un peu plus ton histoire, mais c'est quoi qui a déclenché parce que je sais qu'il y a eu un déclic, mais si tu pouvais partager avec tout le monde, c'est quoi qui a déclenché cette volonté de reprendre contrôle de ta santé? En fait, en janvier 2009, mes enfants sont encore des adolescents. Marc-André est un jeune homme, 17 ans. Alexandra
a 15 ans, ma fille. 14 ans, en fait. Et à ce moment-là, j'apprends qu'Alexandra va participer à monter le camp de base de l'Everest à l'âge de 16 ans, donc à la fin de son secondaire. Ici, l'école secondaire, c'est pour chez vous, je ne sais pas exactement comment vous appelez ça, mais c'est avant d'aller à l'université. Oui, Donc, je pense que vous appelez ça le lycée chez c'est vous. ça, c'est ça. Et j'apprends qu'Alexandra va partir pour l'Everest à la fin de son lycée. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un élément de me dire, écoute, je verrai pas ma fille s'accomplir se réaliser dans ce rêve-là avec la santé que j'ai à ce moment-ci. Je croyais fortement que je ne pourrais pas voir ça. Et mon fils quittait la maison pour aller étudier à l'extérieur. Donc, j'avais le sentiment de perdre un petit peu les gens que j'aimais dans ma vie parce qu'ils partaient eux-mêmes vers leurs propres aventures. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais en train de perdre la mienne. Donc, c'est de là que j'ai commencé le processus ça a été la base, si tu veux, de mon processus de changement. Ok, donc 2009, ce déclic, en voyant tes enfants partir, voler de leurs propres ailes et vivre leurs propres aventures. Donc tu perds en un peu moins de 2 ans, enfin en tout cas la première année déjà 80 kilos, en moins de 2 ans 103 kilos, donc tu te retrouves autour de 85 kilos à peu près quand tu étais à quasiment 200. Mais ça s'arrête pas là. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ton parcours. C'est qu'il y a eu un après en termes de compétition. Tu parlais de semi-Ironman où tu t'es inscrit, le semi-Ironman du Mont-Tremblant. Mais il y a eu aussi un certain nombre de courses à pied après dans la foulée. Ah ben oui, écoute, après le 5 km la première année en 2010, en fait, j'ai couru un 5 km qui a été très long, là, difficile pour moi parce que j'étais encore assez lourd. Et quand j'ai fait le 5 km du marathon de Montréal, ben c'était le début d'un enclenchement. Et l'année suivante, je pense que clairement, je me suis inscrit le 1er janvier en 2013, donc 2012. Je me suis inscrit non, en 2011. Je me suis inscrit à 13 courses et j'ai fini par en faire 48 avec un dossard de 5 48. km, puis un 10, puis un demi-marathon. Puis là, je suis parti pour allonger les distances, courir du marathon. Après ça, le désir de retourner courir en forêt est venu fortement, puis la montagne. Alors, c'est comme ça que je suis reparti. Et donc aujourd'hui, je vais y arriver à calculer tout ça. 11 ans après, bientôt 12 ans après ce déclic, quel bilan est-ce que tu fais en tout cas peut-être sportivement pour commencer là, avant d'aller un peu plus sur la partie mentale et détermination, mais quel bilan sportif est-ce que tu fais de ces 11 dernières années? En fait, ces 11 dernières années ont été, je dirais, avec des hauts et des bas au niveau sportif parce qu'on n'atteint pas toujours les cibles qu'on se met. Par contre, je suis particulièrement très fier de ce que j'ai pu faire, tu sais. Puis l'autre truc là-dedans aussi, c'est pas juste de dire la perte de poids, c'est un truc. La personne que cette perte de poids-là a fait de moi, le changement que ça le fait de moi intérieurement, la quête des aventures du défi, pour moi, c'était pas personnellement de viser des podiums, mais d'atteindre mes propres podiums à moi, de me dépasser Oui. le plus fortement possible pour atteindre ma personnelle réussite. Donc, euh, je retiens de ça, ces 11 premières années-là, le maintien, la détermination, parce que, parce que perdre le poids, c'est un truc. Retrouver qui on est vraiment, c'est un autre truc. Mais maintenir le tout pendant 11 ans, le plus grand défi. Hmm. Et aujourd'hui, tu vois, à 57 ans, qui est bien sonné, là, depuis un mois, et 11 ans plus tard, depuis ce week-end, parce que ça a fait 11 ans le 31 octobre. L'Halloween, c'est l'anniversaire de mon changement de costume, hein. Mhm. Et depuis ce temps-là, le 11 ans, c'est grand pour moi parce qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une santé incroyable à 57 ans. Tout n'est pas parfait, là, mais j'ai une belle santé et j'ai le désir de partir encore à l'aventure. Je te dirais que les 2, 3 dernières années ont été plus relax sur les grandes aventures, mais j'ai le désir profond de reprendre
le tout. Tu vois, tous les jours, je fouille un peu l'Internet pour essayer de me trouver des défis à la hauteur de ce que je veux relever avant que le rideau se ferme. Ouais. Et ça ressemble à quoi alors ces défis pour le moment? Ce que tu as sur ta liste, pour les années à venir? Si tu nous ouvres un petit peu la porte, des prochains défis de Jacques, c'est quoi? Ben, tu sais, ayant participé à Eastern States et à Vermont 100, qui sont des ultras de 160 kilos, comme pacer pour des amis, OK. j'ai le désir d'aller les courir moi-même. Ensuite, bon, ben c'est sûr que ça va toujours dépendre des finances qui vont atterrir dans le portefeuille, mais Verbier-Saint-Bernard m'appelle. Ensuite, le Tour des Géants. C'est d'ailleurs pour ça que je veux refaire des 160 pour me faire progresser vers, vers justement le Tour des Géants. Tu peux nous rappeler la distance du Tour des Géants? C'est 330 kilomètres en montagne dans la couronne autour de autour, si tu veux, dans l'Italie française, là, pas loin du Mont Blanc, Courmayeur, dans ce coin-là. Ouais, ouais, 340 kilomètres, ouais. Et la durée approximative, pour cette course, enfin déjà en kilomètres, c'est juste, hallucinant, mais comme tu viens de le mentionner, il y a aussi beaucoup de dénivelé. Donc c'est pas ça a rien à voir avec le fait de courir, 300 kilomètres, ou plus, sur du plat. En termes de durée, tu viserais, je sais pas si tu as déjà ça en tête, mais tu viserais combien à peu près pour qu'on ait Ben, une tu idée? vois, la limite, c'est 150 heures. Puis c'est sûr que, Oh la vache! ben, tu vois, la limite, c'est 150 heures, mais tu sais, bon, si tout allait bien, que j'étais au meilleur de ma forme, puis que j'ai toujours un moral d'acier, 110 heures, j'aimerais bien. Tu sais, il y en a qui vont me dire que je suis exigeant avec moi-même. Bon, ben écoute, s'il est rendu là, ça sera 120 heures, tu sais. Mais en fait, l'objectif, c'est de voir le fil de départ, le fil d'arrivée, passer sous cette Ouais, arche en tant qu'ambassadeur. En plus, ça va être un moment exceptionnel. 340 kilomètres en 5 jours. Waouh! OK, bon. Mais Bah, écoute, je crois pertinemment que je suis capable de le faire. En dedans de moi, je sais que j'ai beaucoup de résistance. Maintenant, le temps, bon, écoute, le temps. On essaiera de le faire le mieux possible et le plus rapidement possible. Mais au pire, on va profiter le plus longtemps possible du défi. ouais. Alors tu viens de parler de mental, de ton mental d'acier. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Alors la perte de poids, comme tu disais, c'est une chose, mais ça a été c'est en fait, ce changement dont tu parlais, ça a été effectivement, en tout cas dans ce que tu décris, bien plus qu'une perte de poids. Ça a été, une quête pour se retrouver quelque part, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui a fait la différence à tes yeux, d'une part pour la perte de poids, mais après derrière pour tout ce que ça a déclenché, chez toi? Ici au Québec, on dit une tête de cochon. Je sais pas ce qu'on dit chez vous, mais ici, on dit une tête de cochon. Donc, une tête dure, quelqu'un quand je me mets une idée en tête, il n'y a pas grand-chose qui va me faire changer d'idée. Tu sais, Ouais. alors si je prends la décision qu'à partir de telle date, j'arrête de fumer, ben, c'est ce que j'ai fait à l'époque, en 2002. Et en 2009, quand j'ai décidé que je perdais le poids, que je trouvais ma santé, que j'étais pour aller courir, parce que dans le fond, hein, tu sais comment ça a commencé. Je me présente au Marathon de Montréal pour le 5 km que ma fille fait en 2009. Et dans mes 200 quelques kilos, 203, 200 kilos, whatever, je me présente au fait d'arrivée et je dis à ma fille, je le cours avec toi l'année prochaine. C'est ça qui a déclenché, si tu veux, la décision que j'ai prise le 31 octobre suivant. Aujourd'hui, euh, 5 kilomètres, ça reste un 5 kilomètres. Puis j'ai énormément de respect pour les gens qui font 5 kilomètres. Les gens disent tout le temps, je vais aller faire un petit 5 kilomètres. 5 kilomètres, c'est rien de petit. C'est 5 kilomètres. Pour certains, c'est le défi d'une vie. Alors, j'ai beaucoup de respect Ouais. pour ça. Et la distance, maintenant qu'à 60, 60, 330 ou 5, pour moi, c'est encore ce que tu veux bien mettre devant toi tu sais, moi, j'ai envie de vivre des longues aventures. Donc, oui, mais
ma base, c'est encore cette tête déterminée. Je vais l'appeler comme ça parce que tête de cochon, c'est vrai que mon petit côté cabochon là, de tête de cochon aussi, là, moi, j'ai le désir en dedans de moi profond de tout le temps me convaincre que je peux accéder à n'importe quoi. Mmh. Alors, On dirait c'est ça qui a été mon bâton pour me tenir debout depuis 11 ans. Ça continue à l'être. on dirait une tête de mule, en France. C'est Ah oui, marrant, OK, ouais. une tête de mule. Bon, Tête de alors, une tête cochon. de mule. Mais ouais, donc c'est intéressant et qu'est-ce qui a été, en dépit de cette détermination, avec le recul que tu as maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à gérer? Parce que c'est pas tout d'avoir, tu vois, un mental d'acier, enfin ça reste un changement, quand même incroyable et j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont été, même si tu as le mental, il y a plein de choses le mental, c'est ce qui a fait la différence, mais ça change rien au fait qu'il y a eu des obstacles très certainement ou des éléments qui ont été difficiles à surmonter donc je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a ouais, qu'est-ce qui a demandé, bah, justement le plus de détermination, dans ce changement? En fait, tu sais quoi, Loïc, à partir du moment où tu prends la décision de foncer vers l'avant, il va tout le temps y avoir des bâtons dans tes roues. Il va tout le temps, Ouais. peu importe la forme, il va toujours y avoir des bâtons dans tes roues. Tu sais, moi, j'ai eu les miens. Tout le monde a des bâtons dans les roues. On a le choix de tomber et rester au sol ou se relever. Moi, j'ai décidé de toujours me relever. Est-ce que j'ai eu mes moments de tristesse par rapport à certains éléments qui sont passés dans ma vie? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où je suis resté au sol plus longtemps? Oui. Est-ce que je me suis relevé à chaque fois? Oui. Puis, Mmh. des épreuves, on va tous en vivre, que peu importe qu'elle s'appelle le décès d'un être proche, le, la séparation, la maladie, apporte-la comme tu veux. On va tous en traverser. Moi, en 2015, on m'a annoncé que j'avais une maladie dégénérative du système nerveux qui ressemble à la sclérose en plaques, mais qui est périphérique. Donc, on lui donne des lettres et des lettres et des chiffres parce que c'est une maladie orpheline qui, dans le fond, me fait perdre ma sensibilité dans les extrémités. Donc, il y a une partie de mes avant-bras dans lequel j'ai plus de sensations et dans mes mains, ainsi que dans mes tibias et mes pieds. Mais ça m'a pas empêché de courir. J'ai continué à rester debout. Est-ce que ça a toujours été facile? Non, parce que quand j'ai des petites poussées, un peu comme la sclérose en plaques, je perds mes moyens. Je tombe, mais je me relève. Mais c'est pas juste au Mmh. sens physique, c'est aussi au sens figuré. Alors maintenant, ben, je vis avec ça, mais je continue à visualiser le 95% de ce corps et de cet esprit qui fonctionne bien. Mmh. Alors, je ne perds pas mon temps à regarder ce qui va pas. Oui, je l'ai analysé. Oui, j'ai pleuré sur ça. Oui, je me suis arrêté. J'ai tombé au sol. Euh, mais mentalement, je me suis toujours relevé. Puis je suis toujours reparti vers ma quête. Tu vois, quand tout ça s'est dessiné après la perte de poids, que j'ai commencé à faire des exploits sportifs, ben, tu connais les gens de Groupe Esprit de Corps à Montréal, ton, Ouais. ton compatriote Gilles. Écoute, j'ai couru 3 fois Montréal-New York. Et la troisième année, j'étais dans un état lamentable par rapport à justement mon système nerveux qui fonctionnait pas bien. Mais j'ai quand même continué. Puis si je pouvais pas apporter physiquement ce que je devais apporter, je l'apportais moralement avec de la motivation pour les autres. Et tout ça m'a guidé tout le temps vers les choses que je voulais mettre dans ma vie. À chaque fois que j'ai pris la décision de rajouter quelque chose dans ma vie, ben, je suis passé à l'action pour aller le chercher. Et j'avais le désir de devenir conférencier. Je suis conférencier aujourd'hui, je fais des conférences chaque année. J'avais le désir de devenir promoteur de la santé au Québec. Je suis promoteur de la santé. J'avais le désir d'avoir mes propres événements de course à pied. J'avais le désir de lancer des programmes en entreprise pour aider les gens. C'est tous des choses que j'ai atteintes parce que justement, je suis pas resté au sol. Je me suis relevé à chaque fois, même quand on me mettait les bâtons dans les roues. C'est hyper intéressant et super inspirant. Cette capacité à se relever, alors bon, comme tu dis physiquement, mais surtout mentalement,
c'est quelque chose que tu avais déjà en toi, que tu as développé, que tu as acquis à travers des expériences? Comment tu vois la chose? Je pense qu'ici, je vais te dire que ça a toujours été en moi, mais euh, ça m'a été offert par le caractère de ma mère. Ma mère, OK. qui est une femme qui a beaucoup souffert dans son enfance, qui a eu, qui a eu des moments difficiles, mais qui s'est toujours relevée, qui a toujours essayé d'être une meilleure personne, une plus belle personne, parce qu'elle avait le désir d'offrir la plus belle version d'elle-même. Puis c'est à travers ce désir-là, ce partage de cette relation-là avec ma mère que j'ai obtenu ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pu recevoir ce bagage puis pas m'en servir? Bien sûr, mais j'ai décidé de m'en servir. Puis je l'ai développé. Je l'ai aussi. Tu sais, c'est un peu comme un muscle. Hein? Oui. Si tu te stimules et tu te motives positivement une journée par année, il risque de se passer rien. Mais si tu te stimules et tu es positif avec toi et avec ton environnement au quotidien, à tous les heures, à chaque instant, ben peu importe ton muscle qui se développe. Puis c'est un muscle. Mmh. Pour moi, ma force mentale, ben c'est comme un cœur, c'est un muscle. Je le stimule, je l'entretiens, je laisse rien ou approximativement rien venir me bousculer. Parce que pour moi, c'est important. C'est important de ne pas perdre une de ces 86 400 secondes par jour. Elles sont importantes. Chacune d'entre elles est importante. Si je me lève le matin avec un peu de désarroi, ben j'essaie de changer tout de suite parce que c'est pas comme ça que je veux passer ma journée. Ça serait un gaspillage. Ouais. Et ça va servir qui? Ça va servir quoi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux pour que ça soit un leg? Déposer quelque chose dans la vie des gens. C'est ça qui est ma quête aujourd'hui. Puis que ce soit par mon courage à l'effort quand je fais une course, ou dans ce que je dis, ou dans mes actions au quotidien, je veux léguer quelque chose de bon à l'humanité. Alors, c'est ce que je fais au quotidien. C'est un très, très beau message et c'est vraiment fou parce que à travers ce podcast, bon, j'ai la chance d'échanger avec pas mal d'invités, qui sont, tu vois, qui pour certains ont vécu des changements, qui sont pas forcément, similaires aux tiens, mais des changements importants et certains qui, bah, je pense notamment à Olivier, Courret que j'ai interviewé pour un autre épisode, qui est coach mental. Et c'est vraiment étonnant parce que, je ne sais pas si tu lui as déjà parlé, j'imagine que non, ce cher Olivier, mais il a quasiment mot pour mot, décrit, sa vision des choses, comme toi. C'est-à-dire, voilà, il considère que, en une journée et c'est marrant d'ailleurs, il a même chiffré ça comme toi, de dire, voilà, une journée, c'est à peu près, je crois qu'il disait lui 75 000, 80 000 secondes, où on est éveillé. Et ce qui fait la différence, en fait, c'est cette capacité à se remobiliser très rapidement et oui, quelque part à faire en sorte que, bah, à travers des petites actions qu'on peut prendre au quotidien et ben, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces actions, dans ce qu'on contrôle, elles soient faites du mieux possible quelque part et j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu dis, en fait. Si ta journée Exactement. commence pas du bon pied, bah, voilà, tu fais en sorte de te remobiliser pour même si c'est qu'une journée, léguer quelque chose de positif. Exactement. Et tu sais, non, je n'en ai jamais parlé à Olivier, mais ça va être intéressant parce que j'avais l'intention d'écouter justement le podcast que tu as déposé sur lui. Et je vais le faire d'ailleurs. Un petit peu à ce temps-ci, là. D'ailleurs, j'ai téléchargé tous les podcasts que tu as fait à date Ah bah, merci. dans mon lecteur podcast de Apple et avec l'objectif. Et tu sais que pour moi, sont importants ces podcasts-là. Hein. Tu sais que ce soit Joe Rogan aux États-Unis avec des filles comme The Water ou d'autres athlètes, d'autres promoteurs comme Luis Escobar qui était avec Mika chez les Mexicains dans les Cooper Canyon. Tous ces Mmh. podcasts-là, pour moi, ils sont intéressants. J'ai envie de les écouter. Mais écoute, à cause de la force des choses actuellement avec mes événements, la façon dont ça se passe, ben là, je manque un petit peu de temps. Fait que, mais je vais m'y remettre et je vais écouter ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Être comparé à Joe Rogan, c'est pas mal. Non, mais écoute, c'est bien parce que, tu sais, Joe Rogan, il a commencé comme toi, hein, Ouais, ouais. tu sais,
Bon, puis tu dois avoir sûrement un petit côté drôle en plus. Fait que, Ouais, ouais, bah, on essaye, on essaye. Mais ouais, en tout cas, mais voilà, pour je revenir à l'importance du temps, pour moi, ouais, c'est le temps. Le temps, c'est quelque chose. Tu sais, à 20 ans, on pense qu'on est éternel. Hein? À 10 ans, on a hâte d'être un adulte. À 20 ans, on est un adulte, on pense qu'on est éternel. Puis le temps passe. Puis un jour, tu te retrouves dans la cinquantaine et tu te rends compte que ce temps-là, il y en a beaucoup que tu as gaspillé pour des affaires qui sont absolument inutiles au lieu de faire grandir ta carrière ou faire grandir ta propre vie ou de faire grandir ta capacité physique ou mentale. On mmh. perd beaucoup de temps à des banalités. Et c'est pour ça que je souhaite vivre aussi vieux. Ici au Québec, on a un monsieur qui s'appelait Jack Rabbit, qui portait le nom de comment il s'appelait? Herman Smith Johansson, qui était un skieur dans le fond, hein, où je demeure ici, là, il y a des pistes de ski de fond qui portent encore son nom. Il est mort à l'âge de 110 ans. Il faisait encore du ski de Ah fond oui. la veille. Et ben, j'ai l'intention de vivre aussi vieux parce que je trouve que j'ai gaspillé un peu trop de temps jeune. Par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait de peut-être parfois qu'on gaspille notre temps, en tout cas on le consacre à des choses qui sont, peut-être futiles ou pas essentielles. Quel conseil toi tu donnerais, puisque tu es passé par là, hein, tu disais que voilà, tu as perdu le contrôle de ta santé. Qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que tu auras envie de partager à des jeunes de peut-être, tu vois, 18, 20, 25 ans, qui se pensent justement éternels comme tu l'évoquais, mais voilà, si tu avais un message, le message du sage, par rapport à ce que tu as vécu, ce serait quoi? En fait, honnêtement, je pense que tous les humains, on devait prendre le temps tous les matins, en commençant notre journée, à, premièrement, avoir un agenda, mettre des choses saines pour nous dans notre agenda, prendre le temps le OK. matin de se regarder dans le miroir, s'offrir un peu d'amour en se disant qu'on s'aime et se dire qu'on veut finir cette journée-là avec fierté. On veut être fier au retour ce soir de se regarder dans le miroir et à nouveau dire je suis très satisfait de ce que j'ai fait de ma journée. Et ça, c'est un exercice. Parce que si tu as perdu ton temps aujourd'hui à faire des banalités, tu vas t'en souvenir le soir. Puis tu vas vouloir réduire ce temps-là demain. Tu vas vouloir Mmh. mettre un peu plus de meilleures choses dans ton horaire. Tu sais, on chicane souvent les gens riches. On dit, ah, c'est sûrement des voleurs parce qu'ils sont riches. Ou, tu sais, ici, la mentalité au Québec, c'est souvent ça. Puis moi, je dis, non, non, c'est des gens qui ont justement pris le temps de bien stimuler leur journée au départ le matin. Et eux autres, là, perdent du temps à dormir trop, ben, ça vaut rien. Alors, ils vont dire, ben, arrange-toi pour que ton 8 heures de sommeil rentre dans 6 heures de sommeil. Va prendre les 2 heures avec lesquelles tu te lèves le matin, les 2 premières heures, pour t'entraîner, stimuler ton corps, parce que le reste de la journée, c'est probablement ton cerveau, puis ton état, ta façon d'être qui vont être, à être stimulés. Alors, moi, je pense comme ça. Je me dis, le matin, je me lève, je m'impose une discipline, je me regarde dans le miroir et je prends le temps de m'apprécier, de me dire que je m'aime, que je suis une bonne personne, que je suis beau. Parce que ça aussi, hein, on a de la misère avec ça. Et après ça, je pars de la journée, je pars en mode actif. Quand je reviens, j'ai l'esprit clair pour plein de choses. Quand ça c'est fait, je passe une journée fantastique. J'essaie de garder toujours le sourire et un esprit positif avec tous les gens que je croise. J'essaie de semer des graines de bonheur à travers les gens que je croise. Puis à la fin de la journée, je m'arrête, je me remercie pour la journée que je me suis offert, puis je vais aller me coucher. Comment tu arrives à faire ça jour après jour? C'est une vraie question parce que je suis vraiment admiratif. C'est, à la fois cette notion de structure, mais aussi de, quelque part d'être, ouais, un peu moins exigeant avec soi-même ou en tout cas de s'accepter comme on est, mais tu arrives vraiment à faire ça, tous les jours sur la durée? Loïc, chaque journée, là, c'est un privilège. J'ai pas le droit, puis je me sens pas la capacité de saboter cette journée-là. Mmh. Même si moi, ce matin-là, j'ai de la difficulté à marcher parce que ou j'ai trop couru hier ou la maladie neurodégénérative m'attaque un peu, je me dis que je vais aller me stimuler pareil, je vais faire quelque chose pour rester debout. Puis en plus, c'est pas toujours facile, mais c'est tous les jours
que je me répète la même chose. En 2020, là, 2019-2020, ça a été une année absolument difficile pour moi. Et je me suis quand même levé tous les jours en me disant, t'es beau, Jacques, t'es une bonne personne, souris à la vie va te sourire. Avance. Et tous les soirs, je me couchais en me disant, c'est pas parfait aujourd'hui, Jacques, mais c'est quand même pas mal bon. À demain. On a le devoir de faire ça. Je trouve ça immoral. Je trouve ça immoral. Oui, on a le droit d'avoir nos faiblesses et nos fragilités, mais je trouve ça immoral de ne pas rendre grâce à notre vie. On est des privilégiés. J'ai des amis qui sont beaucoup plus malades que moi. J'ai perdu des amis du cancer cette année. Puis, ils ont honoré leur vie jusqu'au dernier jour. Comme je dis souvent, c'est pas comment tu vis jusque-là. C'est pas comment ça va être dur ou c'est comment tu te respectes, comment tu t'engages dans ces moments-là. Puis moi, je pense que la course à pied, c'est comme une partie de golf. Hein? La course à pied et la partie de golf, ça se ressemble énormément. Dès le départ, tu peux avoir des mauvais coups. Mais ce qui est important, là, c'est de continuer vers l'avant. Continuer vers l'avant. Puis prendre conscience que chaque pas compte. Parfois, il peut nous diriger dans la mauvaise direction, mais il faut quand même se retrouver. Puis moi, le 18e trou, là, même si ma partie était monstrueuse, je m'arrange toujours pour finir avec le sourire. Même chose avec la course à pied. Je veux finir avec le sourire. Puis c'est la même chose avec ma vie. Je veux finir avec le sourire. J'ai l'impression d'entendre Mike Horn qui il dit souvent qu'on n'a que 30 000 jours à vivre et qu'il faut vivre chaque jour pleinement. Et j'ai l'impression d'entendre ça en filigrane dans ton message. Si on revient du coup sur la course à pied par rapport à tous ceux sur quoi on a déjà échangé, quelle place est-ce que la course à pied a pris dans ta vie, du coup, au-delà de la dimension sportive? Mais si j'ai bien compris, c'est aussi un élément que tu as réussi à transformer en projet entrepreneurial également? Ah, absolument, oui. En fait, tu sais, quand j'ai pris les décisions de devenir conférencier, à cette époque-là, il y avait un défi qui existait à Québec. Et on m'a demandé de participer en tant que conférencier à développer la version de Montréal de ce défi-là. Et finalement, je suis devenu le directeur de l'événement. Donc, c'est moi qui ai pris le contrôle de l'événement, qui l'a développé, qui a amené des milliers de personnes à chaque année à passer à l'action en entreprise. Donc, on stimule des gens en entreprise. Pour la plupart, c'est des gens inactifs. Tu as quelques-uns qui sont actifs, mais on développe ces gens-là à changer leurs habitudes de vie, à avoir une plus belle vie active, mais un indice de bonheur plus grand aussi en même temps. Vivre une plus belle nutrition, changer ses habitudes de vie. Donc, ça vient avec des conférences, des formations, des entraînements en entreprise. Puis, j'ai développé ce produit-là, moi, dans les Laurentides, parce qu'après 6 ans là-bas, j'avais plus envie d'être à Montréal continuellement. Je suis déménagé dans les Laurentides et j'ai redéveloppé ce produit-là, qui s'appelle Actif au boulot. Et dans ma quête parce que tout ça m'apportait à faire exactement ce que j'aimais faire dans la vie, c'est-à-dire parler aux gens, les stimuler, les motiver, courir avec les gens, les entraîner, donc la partie de moi qui est entraîneur, et faire le leg que je voulais, le leg Oui. de faire prendre conscience aux gens comment important est la vie, comment important c'est tout le bien, les avantages de prendre soin de sa santé. Puis tout ce qui en découle, hein, parce que prendre soin de sa santé, c'est ça aussi. Alors, dans cette quête-là, j'ai croisé un de mes amis qui m'a vendu son entreprise aussi, dans laquelle il y avait 2 autres événements de course à pied, soit un semi-marathon à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, et une course qui s'appelle Ultranza, qui est une course en forêt, dans la montagne juste à côté de chez moi. OK. Donc, je me suis retrouvé promoteur d'événements sportifs. Et là, j'en ai développé 3 autres là, que je tente de garder secrètes, mais qui sont de très grands projets pour moi ici, puis que je vais faire naître dès que Monsieur COVID ou Madame COVID vont sacrer le cap. OK, donc aujourd'hui, c'est une activité que tu fais à plein temps? Oui, c'est une activité que je fais à plein temps. Donc, je suis directeur de mes événements de course à pied.
Je suis le propriétaire de cette entreprise-là. Donc, c'est ça. Puis en plus, j'ai un club de course ici dans les montagnes. D'accord. Donc, on entraîne des gens à, justement, encore une fois, acquérir la course à pied. Hein. Tu sais, Loïc, tu es déjà un coureur ou des amis comme Maxime, Maxime Grimard, qui est déjà un coureur. Euh, j'ai pas grand-chose à lui enseigner. Il va se lever le matin. Si ce n'est que de la motivation, peut-être que je peux y apporter. Mais il va aller courir le matin et il a déjà ses acquis. Mais moi, je prends des gens Oui. qui n'ont pas ces acquis-là et je les aide à développer ces acquis-là. Et encore hier, une des dames de 66 ans qui fait partie de notre club de course a dit à Sylvie, mon amoureuse, si tu savais tout ce que ça m'apporte, si tu savais tout le bien que ça me fait de courir en forêt, j'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie. 66 ans. Waouh. Alors, ça pour moi, c'est justement ça, faire un leg. Peu importe la Ouais. personne que j'ai devant moi, on apporte quelque chose dans leur vie. Ouais, effectivement, même si c'est, oui, même à 66 ans, j'imagine que le message est d'autant plus gratifiant pour toi à entendre quand c'est quelqu'un qui, voilà, qui a déjà vécu, qui a déjà pas mal vécu Exactement. et qui te dit ça. Ouais. Et alors, c'est super intéressant parce que si tu dis justement que tu t'adresses à des gens qui sont plutôt inactifs à la base et qui n'ont pas forcément certains acquis de sportifs, euh, qu'est-ce que tu vois en termes de dépassement de soi, de détermination? Qu'est-ce que tu vois en commun pour tous ces gens? C'est-à-dire quand ils arrivent à, tu vois, à franchir le pas, voilà, à reprendre la course, à aller en forêt, à commencer à courir des distances. Alors, je te dis qu'est-ce que tu vois, mais est-ce que tu vois un dénominateur commun, c'est-à-dire quelque chose qui explique le fait qu'ils passent d'inactif à actif? euh, est-ce qu'il y a une botte secrète quelque part? Ouais, mais ce secret-là arrive après avoir commencé, il n'arrive pas au début. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que tout ça est un peu comme une horloge et la motivation n'arrive pas au début. Au début, c'est de la discipline que ça prend. Et à partir du Hmm. moment où tu es discipliné, que tu le réintègres chaque jour, que tu t'accordes le temps d'apprendre, il y a un jour où tu reviens de ta course, puis tu as un sentiment de bien-être qui est tellement grand. Tu pars avec des soucis le matin, tu reviens avec des solutions, ton esprit est libre. C'est ça qui est le bonbon. Et ce bonbon-là n'arrive pas au début. Alors, il faut que les gens croient que c'est ce qui va arriver. Puis pour ça, ben, ça prend quelqu'un en avant qui va leur dire, voici ce qui va arriver. Mais tu as le devoir de commencer. Hein, on vient de passer l'Halloween, là. Hein? L'Halloween vient de passer ici au Québec. Les enfants partent avec le petit panier, puis ils ramassent des bonbons de porte en porte. Hein? Mais s'ils ne trouvent pas, ils font pas l'effort de trouver un déguisement, de se préparer pour la fête, ben, ils ne passeront pas d'une porte à porte pour récupérer ce à quoi ils vont se délecter la bouche après. Donc, ben, c'est Hmm. la même chose pour la course à pied. Ne t'attends pas de te délecter du plaisir jouissif que la course à pied t'apporte si tu ne le pratiques pas. Pratique-le et tu vas découvrir ce qui t'attend. Quand tu vas le découvrir, cet effet de bien-être-là, là, va faire passer des journées absolument fantastiques. Ça va t'énergiser plutôt que de te faire baisser en énergie. Alors, Hmm. c'est ça que je vends aux gens. C'est-à-dire cette notion de garder en tête le bénéfice qui va finir par arriver, même si au début, il y a une phase, voilà, de mise en place d'une certaine discipline qui est compliquée, qui a pas forcément, qui est pas forcément aussi bénéfique, hem, que, heu, que la pratique régulière, qu'est-ce que ça apportera in fine, quoi, c'est ça? Exactement. Puis mais tu sens, puis écoute, je peux te dire dès le départ qui va rester, qui va s'en aller. Ah oui. Malgré tous les efforts que je pourrais faire, je sais déjà dès le départ qui va rester dans le groupe et qui va quitter le groupe. Parce que ça vient dans le désir. Il y a des gens qui ont un désir beaucoup plus grand que d'autres. Mais à partir du moment où ils acceptent de rester et qu'ils atteignent ce moment euphorique où ils ont un sentiment de bien-être absolument incroyable, ces gens-là Mmh. restent. Et on les voit semaine après semaine, puis plusieurs fois par semaine, venir courir avec nous, s'entraîner avec nous. Parce qu'on offre des entraînements accessibles, respectueux, puis inclusifs. On inclut les gens. Moi, il n'y a pas d'âge, là.
J'ai des jeunes femmes de 25 ans, de 29 ans et des femmes de 60 ans et plus dans mon groupe. Et des hommes aussi. J'ai un homme de 74 ans. Et Ah ouais. c'est absolument incroyable de le voir vivre pleinement à 74 ans avec nous en forêt. C'est un sportif de base, c'est un cycliste. Mais il est absolument, je te dirais, à tous les fois, il est comme un gamin de 5 ans quand il vient courir avec nous. La dernière fois qu'on est allé ensemble, on est allé sous la pluie, de nuit, avec la lumière frontale, courir en montagne, en forêt. 74 ans. Il est revenu au stationnement, là. Ah, c'est vrai, vous autres, vous dites parking, hein? Alors, il est revenu au parking et c'était absolument incroyable de le voir heureux comme ça. Mais ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un vrai cadeau. Mmh. C'est un cadeau qui s'offre et je trouve ça le fun. Écoute, au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation, tu me donnes envie de retourner courir là. Ça fait 2 semaines que je suis pas allé, mais je crois que ça va être chose faite demain matin. Oublie pas de recommencer avec progression, hein? Pas parce que tu es Ouais. un ancien champion du monde que tu te dois de recommencer avec un 45 km, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Top. Écoute, si, c'est vraiment passionnant. Si, alors on a déjà échangé sur, voilà, ce qui fait la différence pour ces personnes inactives, qui deviennent actives, en tout cas que tu accompagnes, vers le chemin de l'activité sportive. Hem, c'est assez drôle de t'entendre dire que tu arrives à identifier, très rapidement ceux qui resteront, ceux qui resteront pas. Hem, Si tu devais, que ce soit à travers ta propre histoire ou celle de ces gens que tu accompagnes, en quoi est-ce que, le fait d'arriver à se remettre à la course à pied, à se mettre à la course à pied, à perdre du poids, en quoi est-ce que ça devient, pour d'autres, tu vois, d'autres épreuves dans la vie, tu partageais la tienne, avec la maladie. En quoi est-ce que ça devient une force du coup pour, voilà, apprendre à être plus résilient et à surmonter des événements imprévus qui peuvent arriver? Ben, tu vois, ça, c'est la, tu sais, comme je te disais, tu sais, je me souviens à l'époque des premiers 5 kilomètres que je courais, comme je te disais, je partais avec des soucis le matin, je revenais avec des solutions pour mes soucis. Les autres, les autres, les autres acquis que ça nous apporte au niveau mental et moral sont sur le long terme. Ouais. C'est-à-dire, plus ça fait longtemps que tu cours, plus tu découvres tes capacités, plus tu découvres euh, ton adaptation, plus tu découvres certaines grandes qualités et certains grands défauts aussi de ta personne. Donc, à force d'en faire, puis à force de les voir, tu commences à changer des trucs dans ta vie personnelle qui correspondent exactement à ton comportement dans ta course à pied. Hein? Mmh. Le même principe qu'au golf. Hein? Quand tu vois un golfeur qui lance son bâton, là, ben, il a un comportement de merde dans la vie, lui, là. Hein? On se cache pas, là. Alors, c'est la même chose. C'est la même affaire. Tu cours en sentier, puis il y a des moments où tu as un grand désir de vouloir abandonner, de t'asseoir sur une roche et de vouloir passer le restant de ta vie là puis plus rien faire. Ben, ça arrive, ça, dans la vie aussi. Alors, c'est, c'est tous ces apprentissages-là que tu fais dans ton sport qui t'amènent à les appliquer dans ta vie et de comprendre et changer des trucs dans ta vie que tu ne veux plus vivre. Et c'est comique parce Mmh. qu'à partir du moment où tu les appliques dans ta vie, c'est comme si tu avais appris quelque chose que tu appliques dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne en dehors de la course à pied. Et quand tu retournes faire de la course à pied, puis que tu as bien acquis ces trucs-là, que tu as bien compris dans ta vie personnelle, ces trucs-là ne reviennent plus dans ta course à pied. Alors, tous les fois où tu fais les corrections que tu comprends dans ta course à pied, dans ta vie personnelle, tu les appliques dans ta vie personnelle, ils ne reviennent plus. Ils ne sont plus là. Tu vas aller corriger autre chose. C'est pas un jeu de Monopoly là, sans cesse dans lequel tu finis par passer go, réclamer 200 $, aller en prison et on recommence. Passer go, réclamer 200 $. Tu, Mmh. ce n'est plus simplement de la course à pied, puis ce n'est plus simplement ta vie.
ils sont étroitement liés dans tes comportements après. Ouais, c'est quelque part une philosophie de vie, en fait. Alors que ce soit la Exactement. course à pied ou Puis, d'autres sports, mais ouais. tu sais, j'écoutais Anthony Robbins, il expliquait que il était coaché par un coach de golf, tu sais, et le coach de golf, lui, il le guidait à frapper des balles. Et Anthony Robbins, il a dit, c'était pas un bon coach, je lance tout le temps ma balle à l'eau. Comment ça que moi, ma balle est jamais sur le verre? Et il a dit, tu vois, il dit, quand tu t'élances, tu frappes ta balle 1 millimètre trop vite et elle part à ta gauche. Ce millimètre-là, si tu es à 1 millimètre d'être sur le verre, même si à l'autre bout de ta balle est à 70 mètres du verre, ici, elle était à 1 millimètre du succès. Ça doit changer ton Mmh. comportement en partant. Et c'est Mmh. vrai. Ouais, C'est la même chose en course à pied. Change ouais. ton comportement en partant. Si tu pars avec dans ta tête que tu vas avoir une journée de merde, des kilomètres de merde, ça va être de la merde. Si tu pars avec ta journée, ta matinée en disant les mêmes trucs, ben, ça va être de la merde aussi. Alors, il partir, faut partir heureux le matin, peu importe ce qu'on fait. Alors, c'est là où je dis que nos comportements changent parce on les apprivoise dans nos événements de course à pied et on les applique dans nos vies après. Mmh. Je sais pas si tu te sers de ces exemples dans tes conférences, mais ça, c'est vachement parlant. C'est hyper inspirant et je suis pas du tout surpris que tu dises que, bah, tu avais l'envie de devenir conférencier parce que oui, tu fais très bien passer les messages. En tout cas, c'est parfaitement clair pour moi. Ah, Hem, puis je veux pas arrêter de faire ça, Loïc. C'est la partie de ma vie qui est hyper importante. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que je me cache pas derrière, tu sais, tu viendrais à ma conférence à peu près 32 fois et tous les fois, tu aurais un message différent. ouais, Parce que c'est pas écrit sur un mur là, ou sur un cahier ou j'ai des photos que je présente aux gens de mon voyage, de mon aventure. Et ben, je livre ce que j'ai à livrer ce soir-là. J'écoute la petite voix qui est en dedans de moi. J'entends mon intuition me dire qu'il y a des messages que je dois passer. Et je les passe. écouter son intuition, c'est quelque chose que tu ressens aussi, dans la course à pied? Absolument. Absolument. C'est quelque chose que je sens même quand je suis extrêmement fatigué. J'écoute ma petite voix intérieure. Puis cette voix-là, comme je te disais tantôt, elle existe. Euh, Et si ton état d'âme n'est pas bon, ben ça se peut que ta petite voix intérieure soit un petit peu embrouillée. Mais si ton état Ouais. d'âme est bon, t'as tout le temps une petite voix t'as tout le temps une petite voix qui va te guider vers la vraie bonne trajectoire que tu es supposé de prendre, tu sais. Euh, j'ai vu des moments où je pleurais en pensant à mes enfants dans une course de longue distance, puis pour les mêmes raisons, je riais quelques minutes plus tard. Fait que, Ouais. tu comprends? C'est ça. La petite voix à l'intérieur, elle vient avec des émotions, elle vient avec une réalité humaine. Puis, je l'écoute. Est-ce que j'ai tout terminé les courses que j'ai commencées? Non. Est-ce que j'ai j'ai réussi tous les événements comme je souhaitais? Non. Est-ce que je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent? Absolument. Mmh. Et je vais toujours être fier. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. On peut m'enlever tout ce que je possède, mais ma fierté, qui je suis devenu comme humain, ma vie sportive, personne ne va pouvoir m'enlever ça. Mmh. Et c'est de ça qui est question. À la fin, là, c'est de ça qui est question. La fierté. Es-tu fier de toi? Es-tu comblé par ce que tu accomplis au quotidien? Il y a quelque chose dans l'estime de soi qui est plus grand que tout ce qu'on peut posséder. Puis l'estime de soi, là, quand t'en as plus, ça va pas bien. Ça va vraiment mal. Tu pourrais avoir le plus Mmh. gros compte de banque sur la planète Terre, mais si t'as pas d'estime de toi-même, tu pars nulle part. Quel message tu aurais envie de passer par rapport à ça, à cette notion d'estime de soi, de fierté, avec le parcours complètement incroyable que tu as mené et peut-être pour finir sur c'était
inspirant tout du long, mais pour finir en beauté, ce serait quoi pour toi, ce que tu aurais envie de léguer à travers ce podcast? La vraie phrase, les Américains disent never give up. Je vais dire en français, n'abandonne jamais. Ouais. N'abandonne jamais parce que la vie est faite de ce que tu en fais. OK? La vie, c'est nous autres qui créons au quotidien ce que nous allons être, ce que nous allons devenir. Soyez des créateurs positifs de votre vie, puis vous allez voir l'estime de soi grandir, la fierté en dedans de vous grandir. Il n'y a plus personne après qui va pouvoir vous faire regarder au sol. Vous allez regarder les gens devant les yeux. L'estime de soi, c'est tellement fort. Il y a rien, à mon avis, qui est aussi grand que ça. Quand j'ai retrouvé la mienne après ma perte de poids, pendant ma perte de poids, parce que c'est pas vrai qu'elle est arrivée après, mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma démarche, je la sentais s'installer. J'entendais les ragots le matin. Le gros, il va abandonner. Le gros va lâcher. Mais j'ai jamais lâché. Puis après ça, ces gens-là, c'était, on sait bien, c'est un fou, c'est un fou. Il veut faire un Ironman, c'est un fou. J'avais tellement une estime de moi forte que j'ai pas laissé ces paroles-là me ridiculiser, me faire sentir Mmh. mal. Je suis resté fort. J'ai écouté ma voix, mon estime de moi. Cette voix-là, elle est reliée avec l'estime. C'est important de canaliser ça vers l'avant. C'est ça qui nous fait nous tenir debout. C'est ça qui nous fait avancer. Mais il faut la construire. Puis pour ça, il faut commencer par comprendre qu'on est le créateur de notre vie. Créer sa vie, c'est partir à l'aventure chaque jour. C'est de refuser le confort. C'est de se rendre inconfortable au quotidien. C'est pas facile d'être inconfortable. C'est facile de tomber dans notre petite zone de confort. Et tu sais quoi, hein? Le gars qui court un marathon, là, le confort, il est là. Il est capable de courir ça, un marathon. 42,2. Il va se pousser un peu, il va gagner 1 ou 2 minutes à chaque fois, puis il va tourner ça autour de 3 heures, puis il va essayer de descendre en bas de 3 heures. Il va se rendre un peu inconfortable, mais il connaît la distance. Mmh. Tu lui imposes de courir un 50, va-t-il vouloir? Tu comprends? Sortir du Mmh. confort, Ouais. se dépasser, devenir la vraie version de nous-mêmes. Tu sais, sur moi, j'ai un bracelet qui dit la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. Pour moi, c'est important. C'est tous les jours que je lis, tous les jours, je lis mon petit bracelet parce que c'est vrai que c'est important. On a le devoir de partir à l'aventure. Hey, arriver à l'autre bout de notre vie, puis regretter. J'ai écrit une phrase à un moment donné qui disait, parce que je regardais ma belle-maman vieillir dans la peur de mourir, puis je me disais, j'aimerais mieux mourir en vivant hors de ma zone de confort que d'attendre la mort dans le doute, le regret et la peur. Ça me laisse un peu sans voix. C'est plein de très, très beaux messages. Hem, Ça résonne beaucoup, avec moi, avec mes convictions, ce que je crois. Cette notion de vivre, partir à l'aventure chaque jour et de chercher cette zone d'inconfort quelque part pour, vivre, en fait, pleinement. Ça paraît un peu, quand on n'y réfléchit pas trop, on pourrait se dire: «Mais non, mais en fait, vivre, c'est être confortable», mais je comprends tout à fait ce que tu dis, quand tu parles de cette notion de, bah, non, rechercher l'inconfort, en fait, et c'est là qu'on vit pleinement. Exactement. C'est là où on se dépasse, c'est là où on réalise qu'on a des talents très bien cachés. Et le Ouais, dernier petit point que je peux t'apporter, justement, j'en parlais ce matin sur mon Facebook, je disais aux gens que chaque homme que le Créateur a fait est venu au monde avec des dons et des talents. On a le devoir de les trouver et de les utiliser. C'est important parce que on ne sera pas tous des conférenciers ou on ne sera pas tous des sportifs, mais chacun a un don et un talent dans lui. On a le devoir de s'en servir pleinement pour se réaliser. Ils sont là dedans de nous. Ils attendent juste de ne pas mourir à l'autre bout inutilisé. ouais. Eh bien, écoute, Jack, j'espère que à travers ces paroles, tu auras inspiré nos auditeurs, auditrices bah, partir en quête de leur propre talent et à faire en sorte que chacune de leurs journées soit une véritable aventure. J'ai adoré notre conversation. Un grand, grand merci pour ton énergie, pour t'être ouvert et avoir partagé aussi pleinement ton parcours de vie. Je mettrai des liens dans la description de l'épisode vers ton site pour les gens qui voudraient, et ta page Facebook pour les gens qui voudraient
continuer de te suivre. Et je te dis à nouveau un très, très, très grand merci pour ton temps et tout ce que tu as bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir, Loïc, de partager avec toi et avec tous les gens partout qui vont écouter ce podcast. J'espère que, encore une fois, ça sera un autre petit leg qui servira. Merci, Jacques. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!